C'est l'heure du sonneur. Et pour commencer, on revient sur ce drame. Mais avant, d'abord, je salue mes deux chroniqueurs préférés. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence. Bonjour Clémence. Bon. Sur le plateau, j'ai réussi à vous imposer, mais vous avez bien raison. Alors, coordonner, on essaye d'être fort. Régis, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alexandre, on cite votre dernier livre, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, aux éditions Talma. Alors, on revient évidemment sur cette terrible affaire Philippine. Le 21 septembre dernier, le corps de Philippine Lenoir de Carlan, une jeune étudiante de 19 ans, a été retrouvé enterré dans le bois de Boulogne. Elle n'avait plus donné de nouvelles depuis la veille. Le suspect est un migrant marocain de 22 ans qui a été interpellé à Genève mardi sous OQTF. C'est un certain Taao qui venait de purger une peine de 7 ans de prison après avoir violé déjà une jeune femme de 23 ans dans le bois de Taverny, c'est-à-dire dans le Val d'Oise, en septembre 2019. Il a été relâché dans la nature le 4 septembre dernier, faute de laissez-passer délivré à temps pour permettre justement son expulsion vers le Maroc, selon le ministère de l'Intérieur, et cela malgré le risque reconnu de réitération de faits délictueux. Une extradition depuis a été demandée à la Suisse pour juger le présumé coupable en France. Évidemment, une affaire absolument terrible. Et avant de partir dans les commentaires, je vais vous faire écouter Naïma M. Fadel qui cite Didier Lesky, le directeur de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'était sur CNews. Écoutez. Et il y a une surreprésentation dans la délinquance de ces mineurs non accompagnés. À Paris, c'est 55%. À Bordeaux, c'est environ 46%. Donc on a une problématique, mais encore une fois, on se pose la question aussi, pourquoi, par exemple, ces mineurs non accompagnés, on les garde dans notre pays ? Vous savez, je vous cite encore le directeur de l'OFII, M. Didier Lesky, avec qui je discutais et qui m'a dit, je vous cite un exemple. Le Maroc est venu en France pour venir chercher ces mineurs non accompagnés. Eh bien, les ONG se sont offusqués, ils ont dit non et ils ont saisi un juge qui a dit non. Ils étaient venus avec des magistrats, des assistantes sociales, l'association Beiti, ma maison en marocain. Ils sont venus, c'est un pays souverain. Eh bien, les ONG ont refusé. Incroyable. Alors, où est le problème véritablement ? OQTF non exécuté, pays qui refuse le retour de ses citoyens, la France qui ne fait pas, peut-être ne sait pas garder aussi au moins sous contrôle judiciaire ces personnes dangereuses. Voilà toutes les questions qui se posent. Et je commence par vous, Alexandre Langlois. Il y a beaucoup de problèmes dans cette histoire. Déjà, très triste pour la famille, condoléances aux proches et à la famille. Et après, sur le reste, effectivement, il y a un focus sur l'OQTF, qui est une reconduite administrative. Oui. Mais il ne faut pas occulter que derrière, le plus grave, c'est les infractions pénales. Qui sont derrière. Et pour que ça marche, en général, les délinquants, la chose qui serait l'idéal, c'est qu'on puisse faire les OQTF et que les gens puissent faire leur peine de prison dans leur pays d'origine. Quand on propose à un Marocain ou un Algérien de faire une peine de prison dans son pays d'origine, en général, ils ne sont pas très chauds. L'autre chose derrière, c'est le suivi de la justice. Mais là, Régis pourra en dire beaucoup de choses par la suite. Pardon, justement, sur le pas très chaud, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé là avec le Maroc. On a eu du mal à renvoyer, en fait. On n'avait pas eu l'autorisation à temps pour envoyer cette personne au Maroc. Quand ça marche, voilà. Quand ça marche pas, après il y a les autres, ils nous disent on n'a pas envie de récupérer les problèmes chez nous. Gardez-les, ça va vous coûter de l'argent à vous, c'est votre problème. Nous on s'en est débarrassé. Bon courage à vous. Oui. Donc après les OQTF, c'était aussi quelque chose où les ministres de l'Intérieur font semblant de faire de l'activité en disant j'ai prononcé tant d'OQTF l'année dernière, mais il n'y a aucun suivi derrière. Elles ne sont pas exécutées, ce qui n'a pas les moyens de les suivre. Et après, la justice pénale a le même problème également, c'est que l'année dernière, il y a eu plus de peines de prison prononcées que toutes les autres années. Le taux carcéral est encore en surpopulation incroyable. Mais derrière aussi, il y a la question de qu'est-ce qui se passe quand les gens sont ressortis de prison. Parce qu'effectivement, on a pu voir cette personne est en récidive. Donc en fait, on punit les gens, mais derrière, il n'y a pas de projet de réinsertion. Donc il faut savoir si on réinsère les gens, mais si les gens ne peuvent pas être réinsérés, qu'est-ce qu'on en fait ? Et aujourd'hui, il n'y a pas cette question. Et aujourd'hui, selon les statistiques du ministère de la Justice, normalement, il y a 63% des gens qui sont en prison qui font de la récidive. Donc on peut se dire qu'il y a un problème derrière de suivi des personnes. Et là, il n'y a pas de moyens, que ce soit pour toutes les... Donc là, finalement, vous ne vous penchez pas sur une forme de laxisme judiciaire. Vous ne dites pas les magistrats ici ont été trop... Alors, dans cette histoire-là, a priori, Régis, je le laisserai développer plus longuement dessus. Mais je sais ce qu'il va dire, Régis. Donc voilà, mais ce que je veux dire d'un point de vue
suivi des personnes, police, etc., c'est que derrière, même quand les gens ils doivent pointer au commissariat, il n'y a pas moyen forcément de faire les contrôles, donc il y a un manque de moyens. La protection de le judiciaire, de la jeunesse et tous les suivis sociaux de la justice derrière, il n'y a pas. Les peines alternatives pour des personnes qui pourraient mériter des peines d'intérêt généraux se retrouvent en prison et empêchent de mettre des personnes plus dangereuses en prison par moment. Et je rappelle que aussi que les juges prononcent des peines, je rappelle que même sous Nicolas Sarkozy s'était plaint à des juges en disant les prisons sont pleines, vous arrêtez de m'envoyer des gens. Et Nicolas Sarkozy n'était pas quelqu'un de très laxiste, en tous les cas dans son discours. Mais dans les faits, même lui a dû se rendre compte qu'il y avait un problème. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on voit, c'est que la prison, derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour pas que ça redevienne, ou qu'est-ce qu'on fait pour garder les gens. Donc, en fait, il y a le problème de dire on va punir les gens, très bien, mais après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, s'il n'y a pas de réponse aujourd'hui, parce que ça coûte de l'argent. Une OQTF, c'est quasiment gratos. De faire de la police administrative, de dire on va prononcer des peines qu'on va pas appliquer, ça coûte pas grand-chose non plus. Par contre, derrière, ça met en danger toute la population. L'autre chose aussi, s'il y a des remises de peine, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à ce moment-là, les magistrats fassent habiter ces gens-là dans leur quartier. Je vais raconter une anecdote à Régis qui va sans doute l'amuser, qui est sur quelque chose de beaucoup plus trivial qu'un assassinat et un viol. Mais c'était à Versailles. Il y avait quelqu'un qui avait volé une voiture, qui était devant le juge, et le juge avait fait « Oh, ça va, bon, c'est bon ». La personne sort du tribunal, va sur le parking et vole une voiture, celle du juge. Ah oui. Du coup, comparution immédiate devant le même juge et là, direction prison. Du coup, quand on touche leurs intérêts, la justice n'est pas pareille. Donc du coup, si on donc vous reconnaissez que par moment, il y a un petit problème de laxisme tout de même. De laxisme. Dans les peines, il y a un problème de laxisme, mais aussi un problème de dire si jamais on leur dit vous libérez la personne dans votre zone d'habitation, peut-être qu'ils réfléchiraient différemment également. Parce qu'en fait, il faut qu'ils soient responsables. Là, ils disent on règle le problème, on se donne bonne conscience, puis on pose le problème sur quelqu'un d'autre où il y aura des victimes, des choses comme ça. Et voilà, donc... regardez Paul, 17 ans à Mazamet. Ça s'est passé en début de semaine, passé à tabac parce qu'il était homosexuel. Les suspects ont été remis en liberté, sous contrôle judiciaire certes, mais remis en liberté. Oui, mais le contrôle judiciaire, ça veut pas tout faire en fait. Et là, c'est là qu'on voit le deux poids deux mesures pour certaines choses. C'est que je rappelle aussi en parallèle, c'est qu'il y a des personnes qui ont des garanties de représentation. Donc par exemple, le policier qui était dans l'affaire Naël, lui a fait de la prison préventive pour justement pas qu'il s'échappe, et d'autres personnes en fait qui sont alors qu'a plus priori, susceptibles de s'échapper, alors que le policier normalement va pas s'échapper normalement. Voilà. Donc en fait, il y a des choses comme ça. Ça veut pas dire qu'il fallait pas le juger, etc. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin qu'il prenne une place en prison à l'instant T. Et d'ailleurs, je précise que ce migrant marocain aussi devait se présenter régulièrement. Il s'était jamais présenté à l'hôtel où il devait se rendre. D'où le problème. Voilà, il n'y a pas de moyen de suivi derrière. Donc on peut prononcer tout ce qu'on veut tant qu'on est dans le discours et pas les actes. Donc voilà, et donc on a par exemple un nouveau ministre de l'Intérieur qui a donné des discours très forts, très bien, mais derrière c'est du blabla tant qu'il n'y a pas les moyens mis derrière. On va revenir sur le discours d'ailleurs et du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux. Régis de Castelnau, étrange, j'ai vu un tweet de vous où vous terminez par « Je sais, c'est bizarre, pour une fois, je ne dis pas de mal des magistrats, mais pas d'inquiétude, on y reviendra quand même, vous nous rassurez. » Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, d'abord, j'ai demandé l'autorisation à la patronne. Je voulais faire un petit salut à une personne qui nous écoute régulièrement, qui apprécie beaucoup Toxin et qui a une journée difficile. Ma chère Anne, je t'embrasse. Voilà, j'espère qu'elle aura ce petit message. Nous aussi, on l'embrasse. Je reviens sur le fond. Il y a tellement de problèmes posés autour de cette affaire. Il y a la question des MNA, des mineurs non accompagnés. Oh là là, j'ai produit une littérature abondante sur la question. Ce que je veux dire là concernant le laxisme, la question du laxisme, c'est pas le laxisme qui est en cause à cette occasion. C'est ça que j'ai voulu dire. Ça n'est pas le laxisme existe. Monsieur Migaud, oui, la justice est laxiste. Ça ne veut pas dire qu'elle travaille systématiquement au profit des délinquants. Elle n'a pas les moyens. Il y a la question des places de prison, il y a la question de la rapidité des procédures qui compte, et il y a la question des peines. On a un corps des magistrats qui est habité par un espèce de sociétalisme qui fait que, effectivement, dès lors que il y a des infractions qui émanent des populations les plus défavorisées, la culture de l'excuse amène à des peines qui sont tout à fait insuffisantes. Je suis désolé, quand un délinquant est jugé avec un casier judiciaire sur lequel il y a 15 condamnations et aucune qui a été exécutée, il y a un gros problème. L'exécution des peines relevant des parquets, puis ensuite, naturellement, de l'administration. Donc, oui, monsieur Migaud, la justice est laxiste. Prétendre le contraire, c'est une blague. Bon, ça, c'est le premier point. Dans cette affaire, le premier problème, ce personnage
il y a 7 ans déjà, encore plus tôt, n'avait rien à faire sur le territoire national. Oui. C'était un clandestin. C'était quelqu'un qui était sans papier. Alors, je sais que Madame Castex nous a annoncé il y a quelques jours qu'il fallait régulariser tous les sans-papiers. Moyennant quoi, cette personne, si on avait appliqué les lois françaises, n'aurait pas été là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a commis un viol, excusez du peu, il a été condamné à 7 ans de prison. Je ne connais pas le dossier, je ne sais pas ce que valait cette peine. Il a été libéré au bout de 5 ans, c'est-à-dire qu'il avait fait les 2 tiers de sa peine. Oui. Alors, la question des remises de peine... Alors, avant ça, précisons que donc, quand il a été condamné, il devait être mineur. Oui, c'est ça. Puisque là, il a seulement 22 ans et qu'il a fait 7 ans de prison. C'est ça, c'est ça, absolument. Donc... Le problème des remises de peine, c'est qu'on offre aux détenus une perspective pour qu'ils se tiennent tranquilles, pour qu'ils envisagent de se réinsérer. C'est aussi une façon d'avoir une forme de paix dans les zoos que sont les prisons. La prison, c'est dur, hein, c'est une grande violence. On vous enferme dans une boîte de 9 mètres carrés. Donc, alors bon, on va vous dire c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas commettre d'infraction. D'accord. Mais il n'empêche quand même qu'il y a des gardiens qui sont là toute la journée. Il faut qu'il y ait un certain calme, et par conséquent, les remises de peine, c'est quelque chose d'utile. Hein. Tous les pays le pratiquent, hein. Il n'y a pas que la France. Donc, il y a eu une remise de peine et il a été effectivement libéré. Là, le travail de la justice est terminé. Il est terminé. Hein. Je remets la personne qui a effectué sa peine, qui a payé sa dette vis-à-vis de la société. Et c'est là que tout se dérègle. Oui. Tout se dérègle. Parce qu'on a une personne qui est dangereuse. On sait qu'elle est dangereuse. Il faut qu'elle soit immédiatement renvoyée au Maroc, hein, et que le Maroc se débrouille avec son ressortissant. Bon. Donc, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, faute de moyens. À cause des réglementations. Oui, c'est ça. Là, c'était le laissez-passer qui bloquait, si j'ai bien compris, le laissez-passer. Oui, mais oui, parce que vous comprenez, nous, on est en Europe, en Union européenne, on a signé la Convention européenne des droits de l'homme, hein, et donc on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'exécuter une OQTF si on n'a pas les garanties que la personne sera bien traitée dans son pays de retour. Mais attendez, ça c'est pas... Non, mais c'est hallucinant. On est dans un encadrement. Alors, premier problème, pas de moyens. Ensuite, une réglementation européenne dont il faut sortir. Il faut qu'on récupère notre souveraineté pour qu'on puisse gérer notre territoire comme on l'entend. Alors, dans cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé ? La personne était manifestement repérée comme dangereuse. Eh bien, on l'a mis dans un centre de rétention. Et ce centre de rétention, c'est une privation de liberté. C'est le juge des libertés qui est chargé de ça, mais dans le cadre d'une procédure qui relève de l'ordre administratif. Et on peut les renouveler tous les 15 jours, parce que c'est vrai que c'est de la détention, donc c'est assez surveillé. Et ce qui se passe, on a accordé à l'administration qui le demandait 3 prolongations, mais on lui a demandé une 4e, et c'est ça qui est extraordinaire quand on voit la décision. Le juge des libertés, la juge des libertés constate la dangerosité, mais dit: depuis la dernière, vous auriez dû pouvoir m'amener des faits qui justifient que je la prolonge. Et il fallait bien que ce soit produit depuis la dernière. On ne pouvait pas utiliser les arguments des précédentes. Et donc, elle a été contrainte par la réglementation européenne. Hein. Elle a été contrainte de la refuser. Moyennant quoi, quelques jours après, l'abominable tragédie. C'est, si vous voulez, c'est l'impuissance totale. Et pour une fois, ce ne sont pas les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont fait leur boulot dans les règles. C'est le dispositif, le système qui fait que on se retrouve confronté à des choses qui se produisent de plus en plus souvent. Ça devient une litanie. Non, ça n'est pas possible. Et faute de moyens, et Alexandre a très bien dit ce qu'il en était, et parce qu'on est enserré dans une réglementation dont il est impératif qu'on puisse sortir. Oui, donc en fait, en vous résumant, on se rend compte que, vous expliquez bien, ce juge a fait ce qu'il fallait, seulement rendu impuissant, entre guillemets, par la réglementation européenne, finalement.
Mais tout à fait. La jurisprudence européenne, plutôt. Ouais. Mais si vous voulez, c'est toute l'organisation des centres de rétention. Il y a tout un tas de règles qui nous sont imposées. Il y a eu plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur le fait que les droits des gens expulsés n'avaient pas été respectés. Oui. Enfin, je veux dire. Franchement, c'est un parcours. Oui, maintenant, on a une obligation de délai légal une fois que l'OQTF a été décidé pour voir si cette personne pourrait pas se retourner elle-même d'elle-même et partir d'elle-même plutôt que de la forcer à partir. Voilà. Donc, alors, vous me direz, on est aussi confronté à un autre problème. C'est une forme d'ignominie des belles âmes qu'il y a chez nous. Et j'utilise le terme ignominie exprès. Parce que j'ai vu une petite vidéo incroyable, mais il est tellement représentatif de ces belles âmes. Oui. Hein, l'anecdote du magistrat à qui on vole sa voiture. Alors là, il prononce une peine de prison ferme. Monsieur Thomas Guénolé, vous savez, le brillantissime politologue sorti d'on ne sait où, a dit mais de toute façon, l'OQTF, en fait, puisqu'il a été arrêté en Suisse, l'OQTF avait été exécuté. Il avait quitté le territoire national pour s'enfuir. C'est carrément ignoble. Enfin, je veux dire, des gens comme Guénolé, il y en a plein les plateaux. Hein. Alors, Alexandre Langlois, vous voulez réagir à ce qu'il... Juste pour rebondir sur un petit point, c'est qu'effectivement, là, il y avait une OQTF, donc il y avait une deuxième procédure avec une possibilité de garder la personne en rétention administrative et de la renvoyer éventuellement chez elle. Mais je rappelle que malheureusement aussi, ça élude le problème derrière, que tous ceux qui sont pas sous OQTF sont relâchés dans la nature sans aucun suivi derrière. Ce qui veut dire que pour un prédateur, on met en avant, en disant attention, il y avait une OQTF, ça occulte tous les autres qui sont pas du tout suivis, parce qu'il y a même pas qui sont récidivistes et qui sont lâchés dans la nature parce que de nationalité française. Donc en fait, le problème n'est absolument pas résolu. Eux, ils sont pas mis dans des centres de rétention ni rien. Ah bah non, les centres de rétention, c'est parce que c'était une rétention administrative pour être renvoyé au pays ou alors d'avoir une décision de rien faire. Sont dans la donc ils sont dans la nature. Donc en fait, le problème est beaucoup plus loin et on peut aussi se poser la question de focaliser sur le QTF si ça n'occulte pas tout le reste qui ne sera pas réglé. Et en fait, c'est un problème beaucoup plus large et de se dire attention, là tout le monde à la fois certains médias qui foncent dedans, vous avez vu c'est un QTF, et d'autres qui disent attention, on va parler de QTF, vous avez vu certaines personnes disent que c'est mal. En fait, on occulte le vrai problème de tous les autres qui sont pas sous QTF et qui sont juste dans la nature. Surtout que maintenant on sait qu'il y a quand même plein de Français de papier qui ne viennent pas pour la France. Donc a priori, ce problème-là va être de plus en plus généralisé. Tiens, mais en parlant de ça, ça me fait penser à cette conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts qui a tweeté l'extrême droite s'occupe, elle s'appelle Raphaël Rémy Leleu, pardon. L'extrême droite s'occupe plus des OQTF que des féminicides. Ça n'est pas nouveau, mais ce n'est pas une raison pour que toute la classe politique et médiatique tombe dans le piège. Finalement, vous êtes un peu d'accord, Alexandre Langlois, dans le sens où il y a un piège OQTF, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais évidemment, il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire que je traite deux sujets, dont un qui me semble plus grave, effectivement, c'est les agressions sexuelles, les viols et les meurtres. Oui, les crimes. Du pénal, du crime, c'est criminel et pénal, que l'OQTF. Et en fait, à force de mélanger les deux sujets, finalement, on s'empare du moins grave, alors que ça nécessite aussi un débat. Oui, bien sûr. Mais peut-être séparer en se disant, voilà, on va pas dire attention, il y a un petit problème, mais derrière, il y a une montagne. Bon, du coup, faut régler les deux, mais peut-être que dans l'ordre des priorités, ne se trompant pas de premier combat. Alors, la justice est-elle suffisamment ferme? C'est une question que je commence à vous poser. Il se trouve que notre nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a expliqué, lui, qu'il voulait de la fermeté et il a dénoncé le droit à l'inexécution des peines. Il a dénoncé, donc il est contre ce droit à l'exécution des peines, je précise bien. Et au même moment, pas de chance, de l'autre côté, le même jour, chez Anne-Sophie Lapix, on avait Didier Migaud, donc notre garde des Sceaux, qui lui a quand même dit attendez, moi je suis indépendant, écoutez-le. Rupture dans son ministère, il veut des sanctions fermes et rapides pour les délinquants. Qu'allez-vous lui répondre? Il cite en exemple les Pays-Bas qui ont créé des courtes peines d'incarcération qui sont toujours exécutées. Oui, il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays et que c'est quelque chose qui est essentiel dans une démocratie. Voilà, donc il rappelle son indépendance. Tu vas pas me dicter, Bruno Retailleau, ce que je dois faire, et puis ta fermeté, tu la gardes pour toi. C'est comme ça que je le comprends. Et puis le lendemain, Didier Migaud était en déplacement à la prison de la Santé, et il en a remis une couche, écoutez. Il faut bien évidemment des sanctions, mais je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Voilà, pas de laxisme judiciaire. Je commence par Régis de Castelnau à ce sujet. Oui, mais c'est insupportable. C'est insupportable.
j'entends un monsieur, alors il a été toutes les combines socialistes depuis des années et des années, président de la Cour des comptes, etc. C'est d'ailleurs Sarkozy qui l'avait nommé, il faut pas oublier ça. Bon, et voilà aujourd'hui, alors il est plus au PS bien sûr, voilà aujourd'hui qui vient nous dire oui, mais la justice est indépendante alors qu'on lui expose une politique pénale nationale, c'est-à-dire que le législateur a fixé des peines dans les textes, souverain, le législateur, élu en plus. Ensuite, il y a des moyens qui sont donnés pour que les procédures puissent se passer rapidement et ensuite que les peines soient également exécutées avec les moyens qui le permettent. Ah oui, mais non, la justice est indépendante. Mais vous vous rendez compte ce qu'il dit ? Il dit la justice ne fait pas ce qu'elle veut. La justice, elle est enserrée dans les lois décidées par un Parlement élu démocratiquement. Elle doit disposer des moyens. Et si le législatif et l'exécutif décident cette stratégie des Pays-Bas, mais les magistrats doivent l'appliquer. Non, monsieur Migaud, non, vous inquiétez pas, je leur envoie un message. Ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, quand il vient dire il y a pas de laxisme, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est comme quand Dupond-Moretti venait en disant il n'y a pas d'insécurité, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Non, ça commence très très mal avec ce personnage, très mal. Alors moi, j'avais aucune espèce d'illusion. Oui, mais et en plus, on voit bien ici, en fait, on se dit, si l'intérieur ne peut pas être confirmé par la justice, on est mal parti. Et donc là, on se dit, le duo commence très très mal. Alexandre Langlois, je crois que vous n'avez pas exactement la même... Justement, j'allais dire, pour une fois, on n'est pas exactement d'accord, en tous les cas, sur la présentation. Parce que sur le fond, je pense qu'on sera quand même d'accord. Mais sur la présentation, pour travailler en tant que policier, en fait, effectivement, la police n'a pas à choisir de l'application des peines ou de ce qui peut se passer derrière. Sinon, on est chez Judge Dredd, film américain, on règle les problèmes tout de suite. Ce qui veut dire qu'en tant que policier, ça peut être très frustrant. Donc, un ministre de l'Intérieur pourra prendre la frustration. C'est-à-dire qu'on présente les gens, on a dit voilà telle infraction, et mettant le magistrat, d'abord le parquet, premier filtre, sachant qu'à Paris, le parquet, il a 3 minutes en moyenne pour prendre une décision sur tous les sujets parce que ça défile au téléphone après avoir, toi, 2 heures d'attente au téléphone de ton côté. Donc, autant dire. Ça se fait au téléphone. Pour savoir si on les garde en garde à vue, qu'est-ce qu'on fait, on les relâche et tout ça, parce qu'il y a des premières mesures d'urgence et après, en fait, le policier dit on a constaté l'infraction, voilà ce qu'on vous met, maintenant c'est vous, judiciaire, qui décidez des suites à donner. Si vous nous dites on enquête, on interroge, si vous nous dites on relâche parce que on relâche, voilà. Donc par exemple, quelqu'un se fait prendre en tant que pickpocket dans le métro, il a beaucoup de chances d'être relâché avant que le policier finisse sa paperasse. Voilà. Quelle horreur. Donc voilà, mais après il y a aussi donc là le manque de moyens. Après la deuxième chose, donc la justice est indépendante, on est d'accord. Mais après du coup en fait, ce qu'on oppose toujours police-justice en disant le problème de l'un, c'est l'autre. Mais en fait, chaque ministère, en fait... Mais regardez-nous, on vous réunit aujourd'hui. Je sais bien, mais derrière, en fait, le vrai problème, c'est que chacun, en fait, c'est un artifice médiatique et rhétorique pour dire qu'on va pas donner les moyens à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de dire on va donner les moyens à la police et à la justice de fonctionner normalement et correctement, on va plutôt accuser l'autre de pas faire son taf, soit d'être trop laxiste, soit de l'autre côté d'arrêter tout le monde et de mettre les choses. Il est où le problème si c'est ni l'un ni l'autre ? Et du coup, c'est politique de mettre de l'argent sur la table pour dire à quel point on veut la sécurité des gens, à quel point on veut ainsi des garanties judiciaires, à quel point on veut les choses. Pour vous, il n'y a pas de laxisme judiciaire, il n'y a pas de magistrat qui donne des trop petites peines ou qui relâche alors qu'il ne faudrait pas relâcher. Et j'arrive sur la suite du raisonnement où je rejoins Régis, c'est juste sur la présentation où je ne partageais pas exactement le même point de vue. C'est derrière, c'est le législateur qu'encadre le magistrat qui dit voilà ce que vous pouvez faire avec la loi. Donc en fait, elle est là la loi. Les lois, en fait, on est souvent sur le minimum de le problème de la loi en France, c'est qu'on trouve tout et son contraire. Donc pour à peu près tous les sujets, il suffit d'avoir le bon avocat qui connaît bien les textes, la jurisprudence bidule qu'on sort d'un carton, et maintenant on peut même rajouter le droit européen. Donc en fait, on peut trouver tout et n'importe quoi, ce qui laisse en fait finalement, il y a tellement de textes de loi dans tous les sens, ça donne l'arbitraire de la justice qui peut trancher dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, celui-là, voilà. Donc ce qui veut dire qu'en fait, si la loi, s'il y avait un corpus idéologique politique qui irait dans le sens de sanctions plus sévères vis-à-vis d'un récidiviste violeur, par exemple, ce serait peut-être pas avec la loi qu'on a, on pourrait s'en sortir, non ? Avec la loi qu'on a, on peut faire ce qu'on veut. Ça veut dire qu'il y a une insécurité juridique derrière qui donne un pouvoir énorme au juge. Maintenant, le législateur se défausse en disant c'est le juge qui est souverain. Mais le juge est encadré par la loi. Maintenant, c'est au législateur, donc celui qui doit nous représenter, de faire son boulot, de dire monsieur le juge, voilà la marge de manœuvre qu'on vous donne, et c'est pas un blanc-seing pour faire ce que vous voulez parce qu'on n'a pas fait notre taf. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation où le législateur fait pas son taf et tout le monde se renvoie la balle dans tous les sens pour les autres ils se coulent la coule douce quand même bien payés à l'Assemblée nationale. 2, les autres disent c'est le problème de chacun, il n'y a pas de moyens et au final les seuls qui trinquent, c'est la population et les seuls qui sont contents,
c'est les délinquants. Ce qu'on discutait dans la police en disant, en rigolant, la meilleure convention collective, c'est le code pénal. Alors, Régis. Le propos de Didier Migaud, c'est la justice est indépendante. Alors, il n'a pas bien compris ce que c'était. L'indépendance de la justice, c'est un outil, c'est un moyen pour garantir son impartialité. Mais l'impartialité, il ne connaît pas. Mais quand il vient nous dire elle est indépendante, pour lui, elle est indépendante de la démocratie. Elle est indépendante. Toutes les décisions rendues par la justice, c'est au nom du peuple français. C'est-à-dire qu'elle n'est pas indépendante du législateur, voyons. Non pas que le législateur va lui dire prenez telle peine, etc., mais il va l'encadrer. Quant à l'exécutif, la justice n'est pas indépendante vis-à-vis de l'exécutif dans la mesure où la politique pénale d'un pays est définie par l'exécutif. Bien. Donc, cette position n'est pas sérieuse. Sur le fond, sur le laxisme, sur la façon dont la délinquance de masse, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est gérée, il n'y a pas les réponses qui permettent de se débarrasser, ou en tout cas d'essayer de se débarrasser de la délinquance qui pourrit la vie des gens. Alors, il y a l'extrême, le paroxysme avec cette affaire de Philippines, mais je pense que je l'ai constaté qu'il y a tout un tas d'infractions, les vols, les cambriolages, les agressions immédiates, etc., qui ont été dépénalisées. Il faut être sérieux, elles ont été dépénalisées dans la mesure où aujourd'hui, il n'y a plus aucune sanction. Et quand je dis il n'y a plus aucune sanction, soit elles ne sont pas prononcées par le juge, soit elles ne sont pas exécutées. Toujours faute de moyens. Pardon, je fais une parenthèse juste sur la dépénalisation de certaines peines. À l'inverse, on a des peines qui deviennent automatiques quand on est retrouvé avec la gueule dans la poche, par exemple. On en parlait hier. Oui, mais attendez, j'attends de voir comment ça sera appliqué et par qui. Alors, parce qu'attention, ils sont pas ce laxisme vis-à-vis de cette délinquance. Je crois que je vous avais raconté de cette histoire de cette amie qui avait été cambriolée 2 fois. On y avait tout cassé et qu'elle était au commissariat et qu'il y a eu le coup de fil du procureur. Il n'y a pas eu d'agression physique, classement sans suite. Devant elle, j'étais totalement sidéré. Ben oui, alors il n'avait pas le moyen, ils arbitrent, ils ont laissé se mettre en place une forme de dépénalisation. Moi, je l'ai vécu dans ma longue carrière, ce phénomène. Donc, oui, c'est véritablement quelque chose qui est entré dans le réel. Alors, le laxisme, c'est ça. C'est pas seulement parce que la peine est insuffisante. Ce sont les mises en liberté qui sont comment dire, j'allais dire inutiles. Non, c'est plutôt le contraire. Mais ce sont les mises en liberté qui sont systématiquement accordées. D'abord pour pas remplir les prisons. Ensuite parce qu'il y a une culture comme ça de la liberté, la détention devant être l'exception, en attendant d'être jugé, etc. Sauf que regardez, cette histoire de la petite gendarmette qui a été tuée par un chauffard après un refus d'obtempérer. Oui, elle a été tuée. C'était il y a 4 ans, Clémence. L'auteur n'a toujours pas été jugé et il a été remis en liberté. Alors, je ne dis pas que sa remise en liberté, ben oui, il y a eu, depuis 4 ans, il a peut-être retrouvé du boulot, que sais-je, mais le problème, c'est que c'est une situation qui n'est pas supportée par la famille et par les collègues. Il aurait dû être jugé dans les 6 mois. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, y compris des affaires d'assises importantes, avec des instructions qui étaient normalement bouclées, qui étaient rapidement examinées. C'est pas normal qu'au bout de 4 ans, quelque chose de simple, un refus d'obtempérer, n'ait pas déjà été jugé. Mais regardez l'histoire de Mazamet que je vous citais tout à l'heure, ce Paul là qui a été passé à tabac parce qu'il a dit qu'il était homosexuel. Les suspects qui sont remis en liberté, ça c'est pas normal non plus. Ils sont sous contrôle judiciaire, mais en attendant ils peuvent recommencer. Surtout vu la qualité du contrôle judiciaire en France. Bah oui. Mais bien sûr, mais c'est toujours la question des moyens. Écoutez, on est dans un État néolibéral, les grands services publics sont considérés comme, je veux dire, quelque chose d'important, quoi. On veut s'en débarrasser, on va pas mettre des moyens là-dessus. L'État n'est là que pour favoriser la concurrence libre et non faussée. Et dès qu'on a des services publics qui marchent, on les privatise. Oui, tiens, donc, en parlant de services publics, oui. Je voulais ajouter une dernière chose, Clément, sur le laxisme. Le laxisme aussi, il est à géométrie variable. D'accord ?
hein, quand les gilets jaunes se sont manifestés, on les a massacrés. Hein, monsieur le procureur de Nîmes qui se lève, plus le gilet est jaune, moins la matière est grise, avant de requérir contre des primo-délinquants, c'est-à-dire que l'infraction était à peine constituée, si tant est qu'elle ne l'était pas, hein, et on réclame des peines de prison ferme. Moi, si vous voulez, cette accusation de laxisme, je pense qu'elle est prouvée aussi par le fait qu'ils sont capables de ne pas être laxistes, mais dès lors qu'il s'agit des couches populaires, comme ils l'ont montré dans les affaires des Gilets jaunes. Là, ça a été une démonstration d'un engagement politique, la répression des Gilets jaunes. D'accord. Alors, juste sur rapidement sur la. Moi, je vais me faire disputer après par Valentin. Non, juste c'était sur aussi la dépénalisation et le laxisme aussi. Comment aussi le ministère de l'Intérieur devrait balayer aussi devant sa porte. Où justement, ça me fait rebondir sur l'histoire de cambriolage, c'est qu'effectivement pour baisser les statistiques du ministère de l'Intérieur, pour dire circuler tout va bien, quand quelqu'un est une victime d'une tentative de cambriolage, ce qui est délictuel, ben on peut le requalifier s'il n'y a pas eu de vol et que c'est juste devant la porte de dégradation volontaire, ce qui est du contraventionnel. Quand les gens viennent porter plainte et qu'il y a trop de plaintes pour tel type de choses, par exemple vol de vélo, il faut pas qu'il y ait de vol de vélo, c'est trop. On déplace au mois d'après. Les vols avec violence, quand il y a un vol à l'arraché d'un sac à main, on dit en fait c'est juste un vol, pas un vol avec violence, donc il y a moins d'atteinte aux personnes. Donc ici il y a un trucage du ministère de l'Intérieur derrière qui est fait pour que les chiffres pour que ce soit bien. Donc il y a aussi ce petit jeu de dupe de dire je demande de la fermeté, mais de l'autre côté il faut que mes chiffres soient bons et l'essentiel c'est qu'on puisse communiquer sur que les chiffres soient bons. Voilà. Et j'ai quand même juste raconté aussi une histoire, on en avait déjà parlé ici, mais c'était tellement scandaleux. Une famille, une maman qui retrouve un homme qui avait déjà appelé sa petite fille par la fenêtre une fois en lui disant viens par la fenêtre, viens par la fenêtre. Là, elle l'a retrouvé dans la chambre de sa fille, mais rien ne s'est passé, enfin à part qu'il a commencé à se pencher sur elle et à lui dire à quoi tu joues ou je ne sais trop quoi. Eh bien, évidemment, ils ont porté plainte et rien n'a été retenu contre cet homme parce qu'ils ont dit ah mais il n'y a pas d'agression. Est-ce qu'on vous a volé? Non. Est-ce que la fille a été agressée? Non. L'homme est relâché. Violation de domicile déjà. Oui, mais non, ça n'a pas été suffisant, vous voyez. Donc c'est pour dire sur le laxisme. Je voudrais, puisqu'on parlait de service public, rapidement revenir avec vous sur ce sujet qu'on a pointé du doigt hier, gravissime. Alors là, on quitte directement le police-justice, mais malgré tout, c'est encore, d'abord c'est nous citoyens et c'est les services publics, puisque à l'occasion du prix Goncourt des lycéens, ça a été organisé avec la FNAC et le ministère de l'Éducation nationale, la possibilité pour les lycéens de partager les lectures des 14 romans sélectionnés pour ce prix Goncourt. Et dans les 14 romans, où il se trouve qu'avec SOS Éducation, parce qu'elle a été alertée par une maman, il y a un livre, Le Club des enfants perdus, de Rebecca Liguiri, qui est totalement porno trash. Je sais pas si vous avez suivi notre émission d'hier, je peux vous lire des extraits extrêmement choquants, mais on est dans du très très lourd, très très grave, et ça a été mis entre les mains de toutes les écoles qui voulaient participer, et ce que je peux comprendre sur le principe, à la sélection, en tout cas la lecture de la sélection des prix Goncourt, et on arrive à des choses très très graves avec du porno trash qui en plus finit en suicide. Voilà, donc je pense que on est quand même, voilà, je vais vous donner un exemple, la merde, ça va bien 5 minutes, mais je n'ai jamais trouvé ça hyper excitant, sauf que ça m'excitait quand même un peu de voir le plaisir qu'en retiraient mes partenaires, des mecs en général, parce que la scatophilie, c'est quand même très genré. Je n'ai connu qu'une fille qui se léchait les doigts après un bon doigtage anal, etc., etc. Vous voyez, le genre de truc qu'on peut trouver pour des enfants qui peuvent avoir 12, 13, 14 ans, quoi. C'est sans avertissement préalable, évidemment. Donc je voulais vous faire réagir tous les deux, Régis de Castelnau pour commencer. C'est Bruno Le Maire qui a écrit ce livre? Non, donc, même pas. Non, c'est. Non. Finalement, Bruno Le Maire à côté, c'est du niveau, donc c'est pour dire. Oui. Donc, non, mais attendez, moi j'ai lu des extraits là. Mais à quoi pensent ces gens? Qui prend ces décisions? C'est pas sérieux. L'adolescence, j'ai des souvenirs de mon adolescence comme tout le monde, bien évidemment. Puis c'était une autre époque, hein. Moi, la pilule est arrivée quand j'avais 17 ans. Mais quand on est, alors, à 16, 17, 18, on pense qu'à ça, hein. Évidemment, ça, c'est normal. Mais là, venir, je sais pas. J'ai du mal à formuler une critique construite, quoi. Je me dis, mais non, on fait pas ce genre de choses. Ouais. Et ça, pour le coup, le service public, là, ça fonctionne bien, vous voyez, dans ce genre de zèle-là. C'est ça pour réagir à ce que vous disiez tout à l'heure. Mais il faut qu'il y ait des procédures à l'encontre des gens qui ont fait cette sélection et qui proposent ça aux enfants. Et puis quant aux enseignants,
quant aux enseignants, j'espère qu'ils ont cette responsabilité-là, mais ils oseront pas d'ailleurs de dire non, attendez, moi je suis désolé, je vais pas soumettre ça et faire étudier ça à mes élèves. Donc non, mais si vous voulez, ce sont les deux faces de la même pièce que cette espèce de pulsion de pruderie à l'occasion de l'affaire de Mazan. Et j'insiste, on en a déjà parlé, c'est une affaire hors norme, assez terrifiante par certains côtés, mais avec une surréaction. On est là, ah oui, mais dès qu'un regard, un sifflement, c'est qualifié de harcèlement. L'abbé Pierre se fait faire un procès post-mortem et déterrer son cadavre. Et de l'autre côté, on est dans le trash. C'est l'expression. Oui. Mais d'ailleurs, on l'avait vu à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient très bien, puis il y avait tout d'un coup, on se sentait obligé de faire de la provoque. Il y a ce côté, si vous voulez, les petits bourgeois adorent ça, hein. Les petits, la provoque, on va faire de la provoque. Ah non, mais quand même, on va s'affranchir, hein. Non. Oui, d'ailleurs, le profil de l'auteur est assez dans le cycle que vous décrivez. Allez, le mot de la fin pour Alexandre Langlois. C'est-à-dire qu'on peut faire de la provoque, mais pas avec n'importe quel public. C'est toujours pareil. Si c'est un public d'adultes consentants, les gens lisent pas. Là, ce qui me gêne, c'est que c'est un détournement de la jeunesse et des mineurs. Deux choses. La blague sur Bruno Le Maire est déjà faite, mais la deuxième chose, c'était aussi de se dire qu'ils veulent aussi une société un petit peu bizarre, avec une fausse des puritains, mais faux, qui sonnent faux. Je rappelle que dans le gouvernement Macron, le seul ministre qui a démissionné, c'était Benjamin Griveaux pour une affaire de meurtre, où il était victime. Tous les autres qui sont jusqu'au cou dans des affaires de détournement de pognon, conflit d'intérêts, il n'y a pas de problème. Ils sont a priori présumés innocents, mais la main dans le pot de confiture. Et le seul qui était innocent et victime, c'est lui qui a dû démissionner pour une affaire de meurtre. Et à l'inverse, moi ça me fait penser ça, que des fois il y a certains enseignants qui pourraient détourner des mineurs et finir président de la République et première dame de France. Ça peut arriver. Donc du coup, peut-être ceci, un genre en se disant, remettons le modèle. Voilà, une petite blague en disant certains enseignants, comment je vais assurer ma retraite, choisissez le bon élève. Oui. Bon. Merci Alexandre Langlois. Allez, je rappelle votre livre, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma. Merci beaucoup Régis de Castelnau, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Talk 5 continue, nous sommes